Les poules savent quand le jour se lève, mais elles laissent au coq le soin de l'annoncer. Un adage africain qui laisse à méditer et résonne avec l'actualité. En France, les femmes ne représentent que 43% des intervenants à l'antenne et 36% du temps de parole. Des chiffres en augmentation, mais qui continuent de pointer la sous-représentation de la parole des femmes dans les médias. Vox Femina est né d'une envie, aider les femmes à se faire entendre et à promouvoir leur domaine d'expertise. En un mot, rayonner. Ce podcast donne la parole à des femmes qui se sont lancées dans l'arène médiatique et nous partagent leurs expériences, leurs bonnes pratiques pour réussir. Comment se sentir légitime, défendre ses idées, oser. Pitch & Talk, le podcast, ça commence maintenant. Embarquer, raconter une histoire en tant qu'éclaireur. Pour Niva Sintès, directrice générale de Parnasse, la marque exclusive d'Orange, être crédible, ce n'est pas avoir réponse à tout. Celle qui a réussi à faire sa place dans le secteur très masculin des télécommunications livre ses bonnes pratiques pour oser s'affirmer en tant que femme et lever les discriminations liées au genre, mais aussi à l'âge dans le monde de l'entreprise. Bonjour Niva Sintès. Pouvez-vous nous présenter votre parcours et votre domaine d'expertise en quelques mots ? Bonjour. Alors mon expertise, moi j'ai une formation d'économiste. Je voulais, venant d'un pays en voie de développement, je voulais absolument contribuer au développement des pays émergents et donc j'ai une formation d'économiste sur ce domaine-là. Il s'avère que j'ai fait cette formation, ce master aux États-Unis et que j'ai pris un premier poste pour pouvoir rester aux États-Unis et je suis rentrée du coup dans le monde du numérique et des télécommunications et ce monde-là a façonné finalement toute ma carrière. J'ai du coup fait un parcours dans des sociétés numériques, d'abord aux États-Unis, ensuite en Angleterre, puis en France, que ce soit sur le B2C et le B2B, sur le marché français et les marchés internationaux et plutôt dans les registres du marketing et de la relation client, mais quasiment toujours dans la création et la transformation d'activités. Donc je suis un peu une spécialiste de la transformation d'activités. Et dans ce monde numérique et des télécoms, ça n'est pas surprenant finalement. Aujourd'hui, je suis directrice générale de Parnasse. Et Parnasse, c'est la marque premium d'Orange qui propose des offres et des services sur mesure à des clients qui cherchent justement du sur mesure et de la personnalisation. Vous rappelez-vous de votre première prise de parole publique ? Est-ce que vous en avez tiré des enseignements a posteriori ? De la fierté peut-être ? Alors absolument, j'ai recherché dans ma mémoire et c'est un souvenir qui reste très présent et qui est pourtant très ancien parce que j'étais vraiment toute jeune, ça faisait 2-3 ans que je travaillais, j'étais donc en Angleterre et j'ai dû remplacer au pied levé quelqu'un qui devait venir du bureau américain pour un congrès de journalistes à Bruxelles. J'ai donc eu 48 heures pour reprendre les dossiers. C'était des dossiers que je connaissais, mais enfin, j'étais pas prête à parler. Je me rappelle encore le fait de passer du temps au bureau tard le soir. Le média training n'existait pas à l'époque dans les entreprises, donc il fallait se débrouiller seul. Surtout que mon manager direct n'était pas là, je ne sais plus pour quelle raison. Donc je me revois tard le soir, le photocopieur qui coince avec les slides à l'époque en plastique, l'avion que j'ai failli louper, le stylo plume, ça c'est un grand souvenir, le stylo plume qui explose en avion, donc j'avais de l'encre absolument partout, mon collant qui se file. Bon, j'arrive dans la salle face à un parterre d'experts, de journalistes, bien plus âgés que moi, et vraiment un parterre très masculin. Et là, vraiment, au lieu d'avoir peur, j'avais eu tellement d'obstacles dans ma journée que j'ai tout donné. C'est-à-dire que la colère a pris le dessus sur la peur. J'ai tout donné et j'ai parlé avec grande conviction pour mon âge. Et donc, ils ont été extrêmement étonnés. Et je m'en rappelle comme si c'était hier, en fait. Et donc, ils m'ont applaudi. Et j'ai ce souvenir d'abord d'un grand étonnement parce que j'étais face à des gens tellement plus expérimentés que moi, une très grande expérience que je n'avais pas. Un grand étonnement et une immense satisfaction. Et c'était sur le sujet sur lequel je travaillais, qui était l'information en ligne. Je m'occupais des grands comptes sur médias européens, sur l'information en ligne, donc les bases de données à l'époque, en texte intégral. Et c'était sur ce sujet-là. Donc un sujet que je connaissais bien, mais je n'avais jamais parlé en public de ma vie, et encore moins à des gens aussi expérimentés dans ce domaine-là. L'assertivité, en fait, a pris le dessus. Et j'ai un autre souvenir extrêmement... moi qui me touche, c'est que j'étais tellement fière qu'en repartant, je suis repartie dans l'autre sens en courant prendre mon avion. Et bon, je gagnais pas beaucoup parce que j'étais toute jeune. Et bien, je me suis arrêtée, je me suis acheté mon premier beau foulard à l'aéroport. C'était, j'étais fière. J'avais fait quelque chose que je ne pensais pas possible. Quelles ont pu être vos appréhensions à ce moment-là ? J'ai envie de dire, la première, c'était d'être crédible. Parce que vous êtes jeune et vous êtes une femme dans un monde masculin de gens qui ont de l'expérience. Donc vous dites, mais quelle est la crédibilité que je vais avoir ? Pour autant,
bon, je connaissais le sujet, mais j'avais beaucoup préparé dans les 48 heures que j'avais. Je me rappelle, j'avais répété dans l'avion après avoir trouvé des lingettes avec le steward. En plus, ils m'ont regardé, j'avais les mains bleues. Et du coup, je suis arrivée extrêmement prête, extrêmement concentrée, comme disent les jeunes, avec une niaque et une conviction qui ont fait que finalement, je me suis dit, bah, allez, là, il faut y aller. Là, il y en a marre de cette journée pourrie. Je vais leur montrer que je suis crédible. Mais mon appréhension, c'était ça, c'était la crédibilité. Et d'ailleurs, quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont un peu regardé, genre, elle cherche ses parents. Pensez-vous que le statut de femme a pu être une difficulté supplémentaire ? Exactement. Au statut de femme, jeune femme, c'est-à-dire que vous avez 2 handicaps. Vous êtes jeune et vous êtes une femme. Ça fait beaucoup. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, ça a marqué, ça a été déterminant, cette présentation, cette prise de parole en public, parce que ça m'a montré très vite, à un très jeune âge, que c'était possible. Et en fait, et ça a été salué, en fait. Je pense qu'ils ont été surpris par mon assertivité. Avez-vous des astuces pour une prise de parole en public réussie ? Alors oui, je pense que d'abord, je passe pas mal de temps sur qui est l'auditoire. Vous savez, quand on travaille dans un grand groupe, moi j'ai travaillé dans des grands groupes, on est constamment dans des prises de parole. On va parler à des gens qui ont un prisme financier. Ensuite, on va parler à des gens qui sont plutôt des techniciens, des commerciaux, des clients, des VIP. Aujourd'hui, c'est mon cas. Et donc, vous êtes toujours obligé de vous adapter à votre auditoire, hein, ne serait-ce que pour le jargon, les mots, le vocabulaire. Donc ça, je pense que c'est la première chose, c'est toujours l'auditoire. Ensuite, moi, je prépare beaucoup. J'avoue, les gens me disent « Ah là là, quelle aisance !» Non, c'est pas vrai. Je suis à l'aise parce que je prépare. Et je prépare de 2 façons. D'abord, j'écris beaucoup Alors, en général, je n'écris pas tout, hein, parce que je trouve que c'est très enfermant, les textes écrits. On est avec le papier collé. Alors, sauf qu'on est devant un micro, peut-être, mais voilà. En général, j'écris des bullet points et j'écris toujours les transitions, notamment s'il y a des slides, parce que les transitions, c'est ce qui vous fait garder finalement le fil conducteur de votre présentation. Donc, je fais ça. Une fois que j'ai posé tout ça, je me le dis à peu près 2 fois à l'oral, histoire de vérifier si le rythme est bon, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une présentation avec un mauvais rythme, et puis si je tiens quand même le timing. Et le fait d'avoir écrit les mots principaux, d'avoir écrit les transitions qui en fait le déroulé de la pensée, et de se l'être dit 1 à 2 fois, finalement on arrive face à un auditoire et on est assez à l'aise. Alors par contre, au-delà de la préparation quand même, et c'est important de dire ça aux femmes qui n'osent pas, je pense qu'il y a aussi les outils, les techniques de présentation qui sont extrêmement importantes. Moi je me rappelle, j'ai fait une formation qui a vraiment changé ma vie dans les présentations, sur aussi les techniques, l'ancrage, comment on pose la voix, comment on rythme sa voix, comment on pose le regard, comment on aligne l'esprit et le corps. Ça a l'air idiot, ce sont des techniques qui fonctionnent extrêmement bien et qui pour moi sont très importantes. Alors moi je fonctionne beaucoup avec de l'humour, beaucoup à la dérision, beaucoup avec des anecdotes, au moins des exemples, toujours des exemples, et voire des anecdotes. Pourquoi ? Parce que le fait d'arriver avec de la dérision et de raconter une histoire et des anecdotes, déjà moi ça me détend. Ça a tendance à détendre l'auditoire et les gens se souviennent souvent plus des exemples et des anecdotes que du reste. Vous voyez, là je vous ai raconté ma première prise de parole, je vous ai raconté que je suis avec les mains bleues, que j'ai filé mon collant. C'était la loose complète en fait à la base, et pourtant ça a été une journée géniale. Mais ça montre quoi ? Que finalement, malgré des obstacles, on y arrive. Donc, je pense que c'est ça. Mon style est plutôt là, sur de l'humain, et avec beaucoup d'illustrations. Avez-vous des modèles de femmes inspirantes ? Je vais vous donner plutôt un nom qui est très connu chez Vox Femina et qui est connu partout, hein, qui pour moi m'inspire beaucoup, c'est Mercedes Serra. Alors pourquoi Mercedes ? Alors que j'ai la chance de connaître en plus. Pourquoi ? Parce que Mercedes, quand elle parle, elle raconte une histoire. Elle vous embarque. On sent aussi, et elle le dit, qu'elle prépare et qu'elle connaît ses dossiers. C'est-à-dire, c'est pas juste je raconte une histoire. Mais raconter une histoire, c'est important. J'ai un ami journaliste qui dit toujours « je suis un conteur d'histoire ». Voilà. Donc c'est une conteuse d'histoire, mais elle est vraiment... elle prépare ses dossiers et on le sent. Ça se sent, ça se voit, ça se sent à sa voix, ça se voit à son body language. Et je trouve qu'elle est extrêmement inspirante et passionnante quand elle s'exprime. Moi, quand je serai plus grande, j'aimerais un jour parler comme Mercedes Serra. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de boulot, donc j'y arriverai jamais. Mais j'aimerais un jour parler comme Mercedes Serra. Et donc je la salue d'ailleurs, si jamais elle écoute ce podcast. Que vous apporte la prise de parole en public, dans votre carrière ou à titre plus personnel ? La prise de parole en externe, en public, alors surtout quand c'est dans les médias, mais pas que, elle est extrêmement importante dans une carrière et elle est
extrêmement importante pour asseoir une position en interne dans une entreprise. Pour 2 raisons. D'abord, ça nous rassure nous-mêmes, et les femmes étant toujours peu rassurées sur elles-mêmes, c'est pour ça qu'il faut que les femmes parlent, parce que ça nous rassure nous-mêmes sur notre capacité à convaincre, notre capacité à embarquer. Et puis, très important, c'est attendu par nos équipes. Les équipes attendent de leurs managers qu'ils sachent prendre la parole, qu'ils prennent la parole, ça les rassure sur le niveau du manager. Alors, on peut penser, et ça l'est parfois, hein, que la prise de parole est une source de stress. Il y a toujours un moment de stress. Voilà. Mais avec la préparation, on arrive pas mal à le contrôler. Et donc, avec la préparation, le travail, l'habitude, moi, je trouve qu'au contraire, c'est devenu une source de plaisir. C'est devenu, voilà, l'aisance devient un plaisir. Le fait de capter l'attention, d'être entendu. Donc oui, j'ai envie de dire que la prise de parole est un accélérateur. Moi, ça m'a toujours beaucoup servi. Et c'est une reconnaissance déjà de sa propre valeur, de ce qu'on arrive à faire et comment on embarque les hommes et les femmes avec qui on travaille. La question de la mixité avance progressivement en entreprise. Comment se place la France par rapport à l'international ? Observez-vous des différences en matière d'avancée ? Déjà au niveau du recrutement. Au niveau du recrutement, moi j'ai commencé ma carrière aux États-Unis et ça fait très très longtemps qu'aux États-Unis, sur un CV, on n'a pas le droit, c'est même pas qu'on ne le fait pas, on n'a pas le droit de mettre une photo, un âge, une situation familiale, des informations personnelles. Donc déjà sur le CV, contrairement notamment à la France, voilà, c'est très différent. Mon premier entretien en France, donc j'avais un poste aux États-Unis, je suis partie à Londres dans une société américaine et je suis au téléphone avec un futur N+2 qui m'interroge. Et que me demande-t-il ? Donc je dois avoir 27 ans. Il me demande mon âge, il me demande ma situation familiale, si j'ai quelqu'un dans ma vie et si je compte faire des enfants bientôt. Et là, mais je suis complètement scotchée, parce que je viens d'un monde anglo-saxon, mais absolument scotchée. Choquée même. Hein. J'ai dit à mon manager anglais, mais who is this guy, hein, c'est qui ce mec ? En fait, après, quand j'ai découvert ce patron, c'était un patron extrêmement bienveillant, et notamment avec les femmes, qui faisaient extrêmement attention, etc. C'est vous dire, comme c'était ancré dans la culture. Alors, des bébés bientôt, il devait se dire le congé mater, alors je calcule, machin. Donc moi j'ai été extrêmement choquée là-dessus. Alors ça, ce genre de questions, voilà, ça n'existe plus, heureusement, fort heureusement. Mais sur le CV, l'histoire du CV, c'est toujours ça, hein, on met toujours la photo, il y a toujours l'âge, la situation familiale. Au-delà du sujet homme-femme, je pense qu'on a le sujet de l'agisme. Parce qu'en France, on est soit trop jeune, soit trop vieux. C'est quand même très français, ça. Moi, j'ai pas vu ça dans les autres pays où j'ai été. Soit trop jeune, soit trop vieux pour des postes à responsabilité. Et lorsque vous êtes une femme, c'est encore plus prégnant parce que certaines femmes ont fait un choix de ralentissement d'une partie de leur carrière pour élever des enfants, ou en tout cas pour les voir plus souvent. Je ne dis pas que les autres ne les élèvent pas, au contraire, mais pour les voir un peu plus souvent. Donc finalement, à une époque, et on le voit, où on risque de travailler plus longtemps, hein, c'est un sujet d'actualité, c'est un problème quand même de se dire que les fenêtres de tir sont limitées et qu'il y a un sujet d'agisme. Moi, bizarrement, j'ai eu un effet inverse. Moi, le sujet de l'âge, ça m'a toujours beaucoup travaillé, etc. Et je me revois là, avoir juste 50 ans, et être dans ma voiture et me dire « Mais c'est génial, je suis au début de ma carrière, mais je m'éclate. » C'est-à-dire que j'avais atteint un niveau professionnel. J'ai pas non plus un job incroyable, mais j'étais bien dans mes baskets et je me sentais complètement épanouie. Et je me suis dit, voilà, je suis au début de ma carrière. Force est de constater qu'on vit dans un monde où c'est justement au moment, je dis pas où on est au top, mais où on se sent au top. C'est-à-dire où on se sent serein et armé en termes de capacité, d'expérience professionnelle, d'aisance, de prise de hauteur, d'assertivité, de confiance, où on n'a plus à courir à la crèche chercher des enfants, on n'est pas coincé avec des enfants bas âge, voire parfois où on n'a même plus d'enfants à charge. Voilà. C'est à ce moment-là où on vous dit, il va falloir réfléchir à la sortie. Alors que c'est à ce moment-là que vous êtes prêt à bouger, mais des montagnes, professionnellement parlant. Donc ça, évidemment, ça touche les hommes et les femmes. Or, avec l'histoire de la retraite, il va falloir revoir ça. Mais ça touche particulièrement les femmes parce que justement, elles ont parfois été un petit peu en retrait par rapport à l'éducation des enfants. Et c'est un vrai problème. Parce que quand elles n'ont plus cette charge, on leur dit, bah, tu sais, alors... Et puis, tu sais, les promos, ben voilà, machin... J'ai entendu ça chez des femmes dans certains groupes, pas chez nous, mais où vraiment, c'est un vrai handicap. Et finalement, quand vous mettez pas l'âge sur un CV, qui va vous dire, alors exactement... Alors, vous pouvez faire le calcul par rapport au bac, tout, mais les CV anglo-saxons, il n'y a pas l'âge. Vous voyez, les études qu'ont fait les gens, il n'y a pas écrit l'âge, ni l'année.
En fait, qui ça regarde ? Niva Sintès, vous avez effectué une grande partie de votre carrière chez France Télécom, Wanadoo, puis Orange. Quelle place pour les femmes dans le secteur des télécommunications ? Alors, le secteur des télécoms n'est clairement pas le plus flatteur en termes de représentation de femmes. Pourquoi ? Parce qu'il est issu des métiers techniques et des métiers d'ingénierie. Or, on voit que le problème est bien en amont, sur les études. Et il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, et d'hommes aussi qui se battent pour qu'il y ait plus de femmes dans les filières techniques et les filières d'ingénierie. Tant qu'on n'y arrive pas, c'est vrai que du coup, dans des entreprises qui sont issus de ce monde-là, on voit en effet qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Pour autant, Orange, en tout cas, est un groupe extrêmement engagé sur ce sujet. Moi, je suis très fière d'appartenir à cette entreprise parce que vraiment, elle met énormément elle passe beaucoup de temps et voilà, on passe tous beaucoup de temps chez Orange sur ce sujet-là. C'est un sujet clé. Je vais vous donner notamment 3 exemples. Il y en a plein d'autres. D'abord, chez Orange, nous sommes impliqués dans des programmes pour aider les jeunes filles dès le lycée, dans leurs études, dans des zones défavorisées, pour les aider justement à passer ce cap, à croire en elles, à passer ce cap, et pour aller vers justement ce type de métier, notamment les métiers d'ingénieur. Et il y a pas mal de gens chez Orange qui contribuent à cette aide scolaire, mais aussi de mentoring. Voilà, d'éclaireuses en fait. Moi, je ne suis pas ingénieure, mais il y a des femmes chez nous formidables. Je pense que vous aviez d'ailleurs interviewé Marie-Noëlle Gégola-Bessière, femme formidable, qui sont des vrais rôle modèles pour des jeunes femmes qui se posent des questions par rapport à ce type de métier. Deuxième exemple, nous avons des enveloppes budgétaires qui sont réservées au rattrapage lié à l'écart salarial. Donc ça, depuis très longtemps, chaque année, voilà, il y a cet angle-là et des enveloppes budgétaires réservées pour cela. Et puis le troisième, ce sont des programmes d'accompagnement de femmes que l'on considère à potentiel pour les aider à s'affirmer et notamment à transformer mieux l'essai pendant des interviews sur des postes clés, des postes à responsabilité. Parce que ce qu'il faut savoir chez Orange, c'est que ça fait des années qu'on travaille ce sujet-là et on a typiquement 2 types de viviers. Je pense à 2 types de viviers, il y en a d'autres, mais il y a un vivier sur des jeunes à potentiel et puis il y a un vivier sur des futurs leaders. C'est-à-dire des gens, on dit, eux, ils sont là, voilà, ils sont mûrs, ils ont la capacité de prendre des postes vraiment passionnants, des postes à forte responsabilité pour l'entreprise. Aujourd'hui, le succès d'Orange, c'est que nous sommes à parité dans ces 2 viviers. Si je donne ces 2 exemples, il y a autant de garçons que de filles chez les jeunes, autant de femmes et d'hommes dans le vivier leader. Pour autant, ils ne transforment pas l'essai pareil. Pourquoi ? Toujours la même question. Alors, le niveau d'anglais... Oui, en prenant quelques cours, ça devrait aller, c'est un peu rouillé. Le type à qui vous posez la question 5 minutes après, qui parle comme une vache espagnole, aucun problème. Donc moi, typiquement, je suis mentor dans un de ces programmes, mais c'est incroyable, les freins qu'on se met nous-mêmes. Donc moi, je trouve que ce genre de programme qui dit, parce que cette photo de dire, enfin on arrive à des viviers 50-50, mais on voit qu'elle ne transforme pas l'essai pareil. Il y avait même un programme qui s'appelait Rugby, qui était sur comment on les aide à transformer l'essai. Et donc, c'était des femmes et des hommes qui mentoraient ces femmes pour qu'elles y arrivent mieux. On va y arriver. Je vous assure, on va y arriver. Pourquoi diriez-vous qu'il est si important d'oser ? C'est important d'oser, d'abord parce que les risques d'oser prendre la parole, parce que les risques sont limités, en fait, et qu'il y a plus à y gagner qu'à y perdre. Alors, à moins qu'on raconte des trucs absolument... délirant, mais si on se prépare, on ne devrait pas avoir tellement de risques. Donc la prise de parole, c'est un levier, comme je disais avant, d'épanouissement, de reconnaissance, mais la prise de parole veut dire aussi oser s'engager, s'ouvrir aux autres, être plus transparent sur soi-même, mais ça veut dire aussi, et ça c'est très important, je l'ai compris aussi, on le comprend avec la maturité, ça veut dire oser ne pas avoir réponse à tout. Et ça, j'en parle parce que les femmes... sont souvent très, je ne veux pas faire des caricatures, mais on est souvent on aime bien être armé face à ce monde avec des réponses à tout. On ne peut pas avoir des réponses à tout, donc il faut sortir des chaussures d'être l'expert incoinçable et se dire, non, je suis là, comme je disais tout à l'heure, en tant que narrateur, pour embarquer, raconter une histoire, en tant qu'éclaireur, visionnaire, leader. On ne peut pas être leader sans prendre la parole. Et c'est pour ça que les femmes, pour qu'elles soient pleinement reconnues, dans le monde professionnel notamment, je dis bien notamment, en tant que leader, elles doivent absolument prendre la parole. Vous venez d'écouter un épisode de Pitch & Talk, un podcast Vox Femina, en collaboration avec A Priori, le média des décideurs.